Rana, madame, monsieur, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce mardi. Les chauffeurs de bus sont entrés en grève ce mardi matin. Au cœur des revendications, la mise en place d'une convention collective. Mais le dossier s'invite sur le plan politique. Le Tavini a réuni cet après-midi son comité de majorité en urgence. Explication au début de ce journal. 5 nouvelles personnes vont rejoindre les 56 Polynésiennes recrutées depuis le début de l'année pour travailler en tant qu'auxiliaire de vie en Corse. Pour certaines, c'est juste une opportunité professionnelle. Pour d'autres, c'est un moyen de fuir une vie difficile au Fénoua. Promouvoir la lecture et mettre en lumière les héros, c'est l'objectif de la 24e édition du Salon du Livre. Ce rendez-vous culturel incontournable se tiendra mi-octobre à Tohata. En attendant, les organisateurs nous ont livré quelques détails sur l'événement. Ils ont mis leurs menaces à exécution. Les chauffeurs de bus sont en grève depuis ce matin. Difficile de mesurer l'impact réel de ce mouvement sur le trafic, tant les chiffres divergent. Mais une chose est sûre, la question a fait l'objet d'un comité de majorité du Tavini Wir Atira cet après-midi. Laure Philibert, Rarhaumaha. Après des négociations infructueuses hier avec les ministres des Transports et de l'Emploi, les syndicats représentant les chauffeurs de bus ont décidé de passer à l'action avec un grand sitting devant l'Assemblée. Hier, on était avec tous les salariés. Nous avons discuté et décidé de s'arrêter ce matin. On a voulu pas aller chercher nos enfants qui n'ont pas de problème pour le retour. On a décidé alors de cesser ce matin le travail. Les achoppements qui ont bloqué, c'est toujours le projet de convention collective. Parce qu'il y a un an de cela, on a presque terminé la convention collective et après, il y a 1 mois et demi de cela, ils ont décidé que comme la DSP, c'est qu'un patron, ça veut dire pour eux, on a restreint alors la convention collective qui veut dire que c'est un accord qui doit être privilégié. Ça a été discuté hier et bon, Cyril a répondu que non parce qu'il y a Willy et puis il y a les prestataires. À Tipperary, où stationne une partie des bus, notamment les scolaires, c'est le calme plat. Pas de panneaux ni de grévistes. Le trafic n'est pas interrompu. Malgré les préavis de ces derniers jours, le directeur de production du RTCT, qui emploie les 2 tiers des chauffeurs, parle de grève surprise. On est étonné parce qu'on a quand même reçu les organisations syndicales lors de notre réunion avant la grève. À sortir de cette réunion, tout le monde disait que ça s'était bien passé. Et aujourd'hui, hier soir à 21h, on nous informe demain grève. Tant du côté des exploitants que des syndicats, chacun se dit ouvert au dialogue, mais attend que l'autre fasse le premier pas. Les centrales syndicales ont été reçues par le président de l'Assemblée et par plusieurs membres de la commission des transports scolaires en milieu de matinée. Les représentants ont sollicité rencontrer le président de l'Assemblée, que nous avons rencontré il y a quelques minutes. Donc il nous a bien reçus, il a compris notre message, tout ça, puisqu'il devait avoir une réunion cet après-midi à 13h30, le comité de majorité qui va débattre des points sur le transport, tout ça. On attend de cette réunion quelque chose qui va sortir. Chez nous à TCCO, on a peut-être 80% qui sont là. RTU, 80%. NTCE, je pense qu'on est à 40-50. RTCT peut-être dans les 30-40. Une nouvelle fois, la majorité ne partage pas la même vision des choses à Tarahui et avenue Povan à Aopa. C'est une demande qui est légitime parce qu'elle ne date pas d'aujourd'hui. Lors du rapport de la mission législative qui a été effectué tout récemment, ils ont mis en exergue le fait que ce secteur d'activité est un secteur qui n'a jamais été pris à bras le corps par tous les gouvernements qui se sont succédés jusqu'à présent. C'est pour ça que maintenant que nous sommes aux affaires du pays, il faut qu'on apporte une réponse catégorique et très claire à ce secteur d'activité. La reprise des négociations est suspendue aux conclusions du comité de majorité. Et si les transporteurs se veulent rassurants, la Fédération des syndicats de transport en commun, elle, prévient, le mouvement pourrait se durcir dans les heures qui viennent.
Le comité de majorité se tenait dans la salle John Teariki cet après-midi, mais difficile d'en connaître les conclusions. Les journalistes ont été interdits d'entrer à l'Assemblée, y compris dans les espaces habituellement accessibles au public. D'après nos informations, Tony Géros aurait proposé une solution pour mettre fin à la grève, mais elle n'aurait pas convaincu le gouvernement. Après 3 heures de discussion, une nouvelle rencontre est programmée demain à la présidence cette fois, entre le gouvernement et les patrons des transporteurs. Du côté de la population, la grève des transporteurs a pris tout le monde de court, obligeant certains à s'organiser à la dernière minute. Ndieb vous a tendu le micro, regardez. Qu'est-ce que tu penses de la grève? Les gens ils ont besoin d'aller au travail, tout ça, hein? Surtout pour les enfants. Là ce matin, j'ai été mis au courant comme quoi il n'y aura pas de bus pour les enfants, hein, pour les ramener à la maison. On devait faire les papiers, emmener le bébé à la visite, tout ça. Et là je suis obligé de vite rentrer avec madame pour récupérer les enfants. On a 2 enfants, un en maternelle et en primaire. Voilà, on est obligé de vite partir, quoi. C'est un truc pas trop bien, quoi, un peu négatif, hein. L'impact sur le travail. Je savais pas qu'il y avait une grève. Si toutefois il y a la grève, ça va vous embêter, vous? Non, même pas. Non. Comment vous allez faire? Ouais, ça va amusant. Je savais pas du tout qu'il y avait grève. Si la grève va persister, vous allez être embêté? Un peu, oui. Si par exemple on a des achats à faire en ville, mais sinon moi, non, pas du tout parce que je suis au logement étudiant, à côté de l'UNIF, donc j'ai pas ce problème. On doit attendre plusieurs heures, minimum 2 heures personnellement, pour être ramené chez soi ou aller en ville si on a des papiers à faire. Du coup, c'est un peu embêtant. Il faut pouvoir trouver un transport déjà. Il faut s'organiser, appeler ses proches ou des amis. Ça peut poser des problèmes, surtout pour certains qui habitent très loin. Mais du coup, on espère juste que le problème va se régler très vite. Je suis des îles, je suis des Tuamotu. Ça ne me pose pas de problème, mais pour ceux de Tahiti, je demande aussi au gouvernement de s'arranger. Hein. Heureusement, il y a des bus encore qui passent, mais sinon, le fait d'attendre, ça prend du temps. Là, vous attendez plus longtemps? Ouais, plus que d'habitude. Donc on prend les précautions pour pouvoir aller au travail déjà. Mais après, c'est mieux aussi qu'il y ait beaucoup plus de transports en commun. Et je voudrais dire aussi un petit message pour Tahiti. Pourquoi pas faire aussi le dimanche pour aller au marché, hein, au moins la matinée, quoi. Hein, voilà. Au volet judiciaire, l'écrivaine Titawa Peu a été condamnée ce matin par le tribunal correctionnel pour injure publique. En octobre 2022, elle avait publié sur les réseaux sociaux des messages qualifiés d'injurieux à l'encontre d'Anthony Géros. Les explications de Rarhau Maha. Selon l'avocat de Titawa Peu, les faits qui lui sont reprochés sont prescrits. Il s'est écoulé plus de 3 mois entre la plainte d'Anthony Géros et l'ordonnance de renvoi. Maître Hans précise également que ce n'est pas le maire qui a été la cible des propos qualifiés d'injurieux, mais le citoyen. L'avocat d'Anthony Géros conteste ces arguments. Maître Cross ajoute que c'est le maire et non le citoyen qui a été attaqué. Titawa Peu, lorsqu'elle a tenu des propos injurieux à l'égard de M. Tony Géros, étaient des propos qui s'adressaient à la personne de Tony Géros ou est-ce qu'ils s'adressaient à M. Tony Géros, qualité de maire de la commune de Païen. J'ai fait la démonstration que c'était le maire qui était attaqué, en tout cas qui était injurié dans ce dossier. Mon confrère Maître Hans soutient le contraire. Aujourd'hui, on sera fixé. Titawa Peu a finalement été reconnue coupable. Elle a été condamnée à 100 000 francs d'amende et 100 000 francs de dommages et intérêts. Elle dispose de 10 jours pour faire appel de cette décision. Nous vous en parlions hier. Mitema Tapati, représentant du Tavini Wir Atira à l'Assemblée, a été convoqué au palais de justice pour provocation à la discrimination ou à la haine raciale. Mitema Tapati a finalement été mis en examen. Pour rappel, l'ancien pasteur avait tenu en octobre 2023 des propos que l'opposition avait considérés racistes. Le président du Tapura avait alors saisi la justice. Selon l'avocat de l'élu Tavini, maître Stanley Cross, l'audition a permis de mettre en évidence les traductions faites par l'Assemblée, par la brigade de gendarmerie et par le magistrat instructeur. On écoute les précisions de Maître Cross. Il est interrogé par Thomas Chabrol. La question se pose, en tout cas aux yeux de mon client, de M. Mitema, lorsqu'il fait état en tahitien en disant « Ouohio totato fénois »,
c'est pas à l'adresse d'une communauté, c'est pas à l'adresse des Popas, c'est pas à l'adresse en tout cas dans sa façon qu'il a exposé devant le magistrat instructeur. Il a dit que c'était aussi les Polynésiens, les Maoris, qui sont devenus aussi ouo dans leur façon de penser, dans leur façon de concevoir la vie et concevoir les choses. Voilà. Il n'y a jamais été question de la part de Mitema de montrer du doigt ou d'inciter, si vous voulez, parce que l'infraction, faut-il qu'il faut inciter à la provocation et à la discrimination ou provoquer à ça. Je veux dire, on n'en est pas là. Et retrouvez des compléments d'informations à ce sujet sur notre site d'actualité TNTV News. Une cinquantaine de Polynésiennes ont été embauchées depuis le début de l'année en Corse en tant qu'auxiliaire de vie à domicile pour personnes âgées. Marilène Ortali, de retour au Whenua, poursuit ses recrutements. Son agence d'intérim vient d'engager 5 nouvelles personnes qui s'apprêtent à quitter le territoire. Reportage signé Esther Parao-Cordette. Roselyne, puisque toi tu pars assez rapidement. Ce contrat de travail, Roselyne l'attend depuis 2-3 mois. Si la jeune femme s'est mise sur son 31, c'est qu'elle revient de Rangiroa, couronnée par sa famille. Elle s'y est rendue pour dire au revoir à ses proches. Cette mère de 3 enfants part seule en Corse pour vivre auprès d'une personne âgée pour un contrat de 3 ans. C'est une très belle aventure, une nouvelle vie pour moi, parce que ça fait quand même 1 an que je vis dans un centre pour femmes battues. Donc je suis vraiment reconnaissante envers Marilène qui tend la main à des Polynésiennes tout comme moi. Tu n'es pas la première que j'embauche dans des difficultés. Une candidature qui émeut la chef d'entreprise. Roselyne rejoint à Bastia sa mère, recrutée par Marilène Ortali en juillet dernier. C'est Roselyne. Je ne savais pas qu'elle allait dire tout ça, je ne savais pas qu'elle était dans un foyer. Et oui, je suis encore plus contente de pouvoir l'aider du coup. Et la surprise, tant pis si sa maman écoute, mais la surprise c'est que j'y ai trouvé un poste juste à côté de sa maman. Donc elles vont être vraiment l'une tout près de l'autre. De me s'unir. Manque d'emploi, volonté de s'expatrier, 5 Polynésiennes tentent l'aventure en Corse. En 9 mois, la gérante de la société d'intérim a auditionné plus de 700 personnes et embauché 56 aides à domicile, avec toutefois des contraintes bien précises. Je ne prends pas de personnes qui sont sous emprise de l'alcool ou sous emprise de stupéfiants. Donc tout ça, c'est très important pour moi. Ils viennent pour nos anciens, comme vous feriez pour les vôtres. Vous souhaiteriez avoir le meilleur. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Et c'est vrai que pour l'instant, ça fonctionne très bien comme ça. Et je pense que autant les Corses que les Polynésiennes me font confiance. Marilène Ortali a vécu 25 ans à Huahine. Elle connaît la bienveillance des Polynésiennes envers les aînés. La chef d'entreprise sera de retour en décembre pour recruter d'autres auxiliaires de vie. Un mot de littérature organisé par l'Association des éditeurs de Tahiti et des îles et la Maison de la Culture. Le Salon du Livre est de retour pour sa 24e édition. Et cette année, écrivains, éditeurs et passionnés de lecture vont se réunir autour du thème Mautoa, les héros. Voyez les précisions de Valentine Vassel et Merete Atto. Chaque année, l'objectif est le même. Promouvoir la lecture au Whenua et valoriser la richesse et la densité du fonds littéraire polynésien. À travers des ateliers, des débats, des animations et des rencontres, le Salon du Livre vise à rendre la lecture accessible à tous. Cette année, le thème retenu par les organisateurs est Mautoa, les héros. Avec les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques aujourd'hui, les héros du bout de la route de Te Aupo, les héros de Hilo à Hawaï avec le Va'a. Voilà, c'était une thématique qui forcément faisait écho et bien sûr ça permettra de revenir sur les héros légendaires dans l'histoire polynésienne. Il y a tout plein de facettes qui peuvent être évoquées, la notion de super-héros, les héros de bande dessinée, la place des héros aussi dans notre culture populaire. Isa Kala, écrivaine originaire de Nouvelle-Calédonie, fait partie des lauréats de la résidence d'écriture 2024. Il lui tient à cœur de transmettre sa passion
aux jeunes Polynésiens. Moi-même, dans ma tribu, avant, je n'avais pas le courant et c'est comme ça que j'ai découvert, on n'avait pas d'électricité, c'est comme ça que j'ai découvert le livre, j'avais pas la télé à l'époque. Et donc moi, c'était vraiment pour dire aux enfants que c'est important de lire parce que c'est aussi un voyage. C'est un voyage pour connaître l'autre, pour connaître les autres qui habitent à côté de nous dans le Pacifique. Diffuser le livre à un large public, favoriser les rencontres et soutenir l'émergence de nouveaux talents. Le but de ce salon est aussi d'encourager les éditeurs locaux et régionaux. Moi, je crois qu'il faut être fou. Non, soyons plus simples. Il faut simplement être héroïque pour éditer des livres à Tahiti et surtout les imprimer à Tahiti. Il faut croire au public polynésien. Le salon du livre aura lieu du 17 au 20 octobre à Tohata. Focus maintenant sur l'un des photographes d'exception qui capture la beauté de nos vagues polynésiennes. Avec sa renommée mondiale, Tim McKenna avait été choisi par l'organisation pour immortaliser l'épreuve de surf des Jeux Olympiques. Une expérience unique pour cet artiste qui s'est confié au micro de Nicolas Pérez et Zeynep Anachi. Tim McKenna est l'observateur privilégié du surf polynésien depuis près de 30 ans. Photographe iconique dans le monde de la glisse, Tim est certainement celui qui a forgé sur son capteur photo la réputation de la vague de Teahupo'o. C'est pour ses atouts que la Fédération internationale de surf, en charge de l'organisation des épreuves de surf des Jeux Olympiques, a souhaité l'intégrer dans son équipe de photographes. C'est un rêve de photographe d'avoir vécu ça, d'avoir vécu le parcours de Vainé et surtout du coup, le parcours de Kaoli qui gagne chez lui et qui bat le reste du monde. Voilà, un enfant que j'ai vu grandir, que je soutiens, avec qui je travaille pas mal. Non, c'était génial, je veux dire, c'est quelque chose que je me souviendrai toute ma vie, c'est sûr. Avec son œil affûté et son expérience, Teahupo'o a incontestablement marqué les esprits et l'histoire des JO. Je pense que je ne suis pas sûr que les JO aient une meilleure compétition surf dans le futur parce que c'est difficile de faire mieux que Teahupo'o. Quand il y a des vagues à 9 points, 9.5, 9.7, ça veut dire qu'il y a des super vagues, il y a des vagues parfaites. Pour cet observateur du surf local, la Polynésie n'a pas fini de faire parler d'elle grâce aux nouvelles générations. On a déjà des sacrés talents qui ont 5, 6, 7, 8, 10 ans, 12 ans. Donc eux, avec cet engouement créé par Kaoli, ils vont tout exploser. Il y a des Tahitiens qui seront au JO de LA, c'est sûr. Avec une médaille automatique. On l'espère. Depuis quelques années, l'idée d'organiser les épreuves olympiques de surf sur des vagues artificielles fait son chemin. Pour Tim, fidèle défenseur des sites naturels, la réponse est tout aussi limpide que surprenante. Oui, je pense que c'est possible et je pense même que c'est souhaitable, quelque part. Parce que, juste ne serait-ce que pour différencier le surf WSL, le surf compétitif du Tour Pro et le surf olympique, qui se joue que sur une vague et sur un moment, ce serait peut-être une bonne idée que tous les surfeurs aient la même vague, plus ou moins la même vague, et qu'ils puissent faire les finales un dimanche à 14h, dans un stade. Parce que c'est ça qu'ils veulent, les JO, ils veulent rendre le sport attractif. Si le photographe a d'ores et déjà écarté l'idée d'être présent aux Jeux de 2028 à Los Angeles, il sera sans nul doute le premier fan des surfeurs polynésiens sélectionnés en équipe de France. Et nous venons de l'apprendre, une opération d'assistance est actuellement coordonnée par le JRCC au Tuamotu à Aratika. Un navire de pêche avec 5 personnes à bord est à la dérive. Pour l'instant, les tentatives de remorquage ont échoué. Un hélicoptère de la Marine nationale pourrait intervenir. Je vous emmène à présent à Raiatea où hier, dans le cadre de la journée mondiale du cocotier, l'entreprise Tihoti Tarua a rassemblé plus d'une centaine de personnes. Tous ont découvert ou redécouvert les nombreux usages et vertus de l'arbre emblématique des régions tropicales. Roni Moufat, Moea Piron. Information, démonstration ou atelier, le cocotier est décortiqué sous toutes ses formes pour en dévoiler ses multiples usages et qualités et pour démontrer que celui-ci joue un rôle important
dans la vie des populations de nos îles. On est dedans tous les jours, de lundi à dimanche, et on voit, on peut faire ça, ça donne des idées que c'est tellement plus simple et on a envie de donner l'envie de revenir aux sources, à la base, la main dans la terre. Il est également étudié par les élèves de l'école primaire de Pouohine, invités à participer à l'événement. Voilà, ça va faire 4-5 ans qu'on est rentré dans le dispositif bilingue, c'est-à-dire 13h30 en réo et 13h30 en français. Et le thème du cocotier est tellement riche que ça sert de motivation. Et puis c'est un arbre de chez nous, et donc ça nous sert de motivation, et les élèves et l'équipe enseignante. Eau de coco, lait, farine, huile, mitihou et fibres, le cocotier et ses noix ont de multiples usages dans l'alimentation, l'artisanat, les soins cosmétiques ou la construction, des produits à forte valeur ajoutée une fois transformés. Alors, savoir reconnaître le cocotier qui produira le plus de noix peut s'avérer utile. En réalité, on appelle ça des hermaphrodites. Du coup, tous les deux produisent des fruits, mais on catégorise la femelle parce qu'elle produit plus de fruits que l'autre, le mâle en l'occurrence. Et à savoir qu'il n'y a que les Polynésiens qui catégorisent mâles et femelles. Du coup, il faut regarder en premier la forme du coco, ensuite en deuxième la façon de germer, soit par dessus ou soit par derrière, et en troisième, quand il sera un peu plus grand, les feuilles, si les premières feuilles sont tombantes, c'est que c'est une femelle. Avec des noix de forme, de taille ou à la chair de texture différentes, il existe 710 variétés de cocotiers dans le monde. On en trouve 47 en Polynésie. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Au programme sur TNTV, Sinenui, Koh-Lanta, puis 2 épisodes de la série House of Cards. Pour clore ce journal, je vous propose de découvrir l'exposition L'appel du cœur de Phuc Xiaolan. L'artiste originaire de Chine expose pour la 3e fois à Tahiti. Parmi la quarantaine de toiles exposées à la salle Muriavei, des paysages, des portraits, des scènes de vie d'Asie, d'Europe et de Polynésie. Ces œuvres sont visibles jusqu'au 7 septembre à la Maison de la Culture. Je vous laisse en admirer quelques-unes. Excellente soirée à tous.